Bonjour à toutes et tous. Bienvenue au panel de la relève étudiante de la 7e édition du Forum Saint-Laurent sur la sécurité internationale. Mon nom est Vincent Boucher. Je suis doctorant en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques à l'UQAM et je suis aussi co-directeur de la 7e édition du Forum Saint-Laurent avec le professeur Frédéric Gagnon, qui lui est titulaire de la chaire Raoul Dandurand à l'UQAM. Je vous souhaite la bienvenue à cette activité étudiante qui vise d'abord et avant tout à mettre en valeur la recherche des étudiants et étudiantes de deuxième et troisième cycle sur les enjeux de sécurité internationale. C'est important pour le Forum Saint-Laurent non seulement de donner une tribune pour les experts et les expertes, autant des domaines pratiques qu'académiques, des enjeux de sécurité pour mettre de l'avant leur analyse et pour discuter des grands enjeux de sécurité internationale contemporains, mais c'est aussi important de faire une place non négligeable et tout aussi importante, je dirais, à la relève étudiante, tant en matière de recherche que d'analyse. Aujourd'hui, on va parler de la recherche. Demain, vous allez pouvoir vous joindre à nous pour parler de l'analyse des enjeux de sécurité nationale. Donc, je suis très heureux d'être entouré de deux étudiants chercheurs cet après-midi. D'abord, je vais les présenter avant qu'on commence chacune de leurs présentations. David Dubé, qui est étudiant au doctorat en sciences politiques à l'Université McGill. En fait, ça, c'est ton titre à partir de l'automne parce que tu viens de terminer, David, une maîtrise en sciences politiques à l'UQAM sous la direction de Jacques Lévesque, où tu as travaillé, je pense, sur la politique étrangère de la Russie. David est aussi chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques à l'UQAM. Et le titre de ta présentation est le suivant: le durcissement des relations russo-américaines au travers des expériences de la diaspora russe aux États-Unis. Notre deuxième conférencier cet après-midi, Arthur Stein, est doctorant en sciences politiques à l'Université de Montréal. Il est aussi chercheur émergent affilié au réseau d'analyse stratégique. Arthur, cet après-midi, va nous présenter les résultats de ses recherches qui ont déjà été publiés. On aura l'occasion de revenir sur l'article que va nous présenter Arthur. Je vais lui laisser nous donner les détails, mais le titre de sa présentation est le suivant: l'influence de la publicité du soutien étatique à des groupes rebelles sur la violence envers les non-combattants lors des guerres civiles. Je mentionne aussi au passage que deux autres étudiantes avaient vu leur proposition être sélectionnées par le comité organisateur de la 7e édition du Forum Saint-Laurent, mais n'ont pas pu être avec nous cet après-midi pour des raisons personnelles. Donc, je veux mentionner malgré tout les travaux de Julie Renaud, étudiante à la maîtrise en sciences politiques à l'UQAM, et qui est chercheur à l'Observatoire sur les Observatoire de la géopolitique, excusez-moi, de la chaire Raoul Dandurand. Elle avait proposé une présentation qui s'intitulait «L'Arctique et la sécurité internationale entre urgence climatique et compétition stratégique». Et je souligne aussi la proposition de Pauline Pic, doctorante en géographie à l'Université Laval, qui elle aussi fait des recherches sur la sécurité dans la région de l'Arctique. Donc cet après-midi, comme je vous l'ai dit, nous avons deux conférenciers. Ils vous présenteront chacun à leur tour leur recherche. Ils disposeront de 20 minutes chacun pour ce faire. Nous ferons les deux présentations. Ensuite, je poserai quelques questions à chacun de nos conférenciers et vous, public virtuel, vous pouvez soumettre aussi vos questions. Donc, en bas de la fenêtre vidéo, vous avez deux boîtes de dialogue dans lesquelles vous pouvez inscrire votre nom et votre question. Je vais recevoir ces questions et je vais pouvoir les transmettre ensuite à nos conférenciers. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à David Dubé qui va faire la première présentation de ce panel de la relève étudiante en matière de recherche sur les enjeux de sécurité nationale. David, the floor is yours. Génial. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup à l'équipe du Forum Saint-Laurent pour de me permettre de partager les résultats de mes recherches à la maîtrise, puis aussi mes recherches au niveau du doctorat.
Donc, peut-être pour introduire un petit peu, ce qui m'a amené là à vouloir étudier ce sujet-là et puis à m'y intéresser, ça débute, initialement au baccalauréat. En fait, j'ai eu l'opportunité de faire des études, à l'étranger en Russie, à Moscou, où j'ai passé 7 mois, puis j'ai eu l'occasion de rencontrer énormément, de jeunes Russes avec qui j'étudiais qui étaient très intéressés finalement par la politique extérieure de leur pays, mais aussi la relation avec l'Occident en général, mais plus spécifiquement les États-Unis. Puis ces personnes-là, surtout, voulaient vraiment partager leur opinion, puis un peu leur vision du monde, c'est-à-dire que nous, les jeunes, ne sommes pas l'administration Poutine, ne sommes pas les dirigeants de la politique extérieure. Donc, ça m'a intéressé évidemment à la façon dont la politique extérieure de la Russie euh, avait évolué dans le temps avec l'Occident, avec les États-Unis, mais aussi finalement quel est l'impact de ces relations de plus en plus difficiles-là sur la diaspora, sur les citoyens russes, sur les russophones en général finalement, qu'ils soient pour ou contre. Donc, ça vient un petit peu de là. Puis la question des expériences de la diaspora, de leur vécu et tout, ben ça, c'est un peu une réaction, une poursuite par la suite de mes études à la maîtrise, où je m'étais concentré davantage sur la relation entre les deux États. Puis maintenant, je me suis dit, pourquoi pas aller finalement dans quel est l'impact humain de ces relations-là, parce que bon, il y a évidemment une compétition entre grandes puissances. Là, on le dit tout le temps, il y a vraiment de plus en plus un durcissement de la relation, c'est de plus en plus difficile. On a de la misère à travailler ou à collaborer de façon constructive. Puis bien, dans la vie de tous les jours, il y a des personnes qui sont impactées par ça, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Russie, tout simplement parce qu'ils sont russophones, puis d'origine russe. Donc, ça devrait être comme ça que ça commence. Euh, Puis peut-être pour mettre un petit peu en contexte, juste bouger le truc de dialogue, et voilà, comme ça. Donc, c'est ça, mes recherches à la maîtrise, au départ, étaient vraiment sur l'évolution de la relation entre la Russie post-soviétique et l'Occident. Donc, on démarre en 1991, là, on remontera pas à 900 quelque chose parce que c'est un petit peu trop loin. Puis, la question qui dirigeait vraiment initialement cette recherche-là, c'était comment est-ce qu'on peut comprendre l'avènement du revanchisme russe en politique extérieure, puis l'annexion de la Crimée qui, jusqu'à l'invasion de l'Ukraine, était vraiment le plus gros événement de la politique extérieure de la Russie jusqu'à date. Et puis, bien rapidement, là, le terme revanchiste est quand même différent du terme révisionniste. Puis bon, considérant qu'on parle de relations de grande puissance, c'est quand même important de l'expliquer que le revanchisme veut dire un État qui est insatisfait de sa position dans la structure du système international, mais qui ne veut pas nécessairement activement changer celui-ci ou le détruire pour en créer un autre à son avantage ou à son image, comme le voudrait une puissance révisionniste, comme on accuse souvent la Russie, à tort ou à raison, de vouloir détruire l'ordre international libéral pour finalement construire son propre ordre. Puis bon, post-invasion de l'Ukraine, on peut quand même remettre aussi le statut revanchiste en question. On en discutera tout à l'heure. Puis c'est ça, l'analyse venait au départ, ben, du moins, l'idée de départ venait de beaucoup d'analyses là, qu'on pourrait mettre entre guillemets impérialistes, qui prêtent beaucoup d'intention, puis d'agentivité finalement à la Russie, c'est-à-dire que l'entièreté de l'évolution identitaire en politique extérieure de la Russie, ben, c'est de la faute de Vladimir Poutine puis de la Russie. Et puis l'Occident, la Chine, tout ce qui est tout ce qui est à l'extérieur de la Russie, finalement, n'a absolument aucune incidence. C'est la Russie qui veut se réimpérialiser, c'est la Russie qui veut reconstituer l'Empire russe ou l'URSS, là, dépendant de qui l'écrit. Du moins, je l'ai trouvé un petit peu très peu convaincante. Puis, quand on prenait les analyses réalistes qui sont beaucoup plus complètes, qui donnent beaucoup plus d'agentivité quand même à l'Occident, ben, certaines d'entre elles étaient limitées dans leur portée. Là. Si on prend par exemple les travaux de John Mearsheimer, dont vous avez probablement entendu parler dans les dernières semaines, les derniers mois, qui lui dit non, non, bien au contraire, c'est l'Occident, c'est l'élargissement de l'OTAN et que ça, puis qui enlève pratiquement toute l'agentivité à la Russie finalement dans l'évolution. Donc, le but, c'était de dire
est-ce qu'on peut avoir un angle d'approche un peu plus global, un peu plus complet, qui prend un peu des 2, qui ne dit pas que l'un est 100% bon, l'autre 100% mauvais? Donc, c'était de prendre un peu un cadre hybride qui prenait un peu des approches constructivistes, mais aussi du réalisme. Les approches constructivistes, notamment, qui découlaient des travaux d'Andrei Tsigankov, qui est professeur russo-américain, là, si je ne me trompe pas sur ses origines ethnoculturelles, puis qui travaille beaucoup sur la question de l'honneur en relations internationales, la politique extérieure de la Russie, d'un point de vue justement de l'identité, puis des relations avec l'Occident, puis avec l'Europe. La méthode, bien rapidement, là, se voulait un traçage de processus qui entourait l'évolution de la relation jusqu'à l'avènement du conflit ukrainien de 2013-2014, puis tous les événements à plus court terme qui ont mené jusqu'à l'annexion de la Crimée. Puis ça se terminait là au départ, ce projet de recherche-là. Euh, bon, ma phrase n'était pas terminée, mais c'était de voir finalement qu'est-ce qui a poussé Vladimir Poutine en- à, euh, à dire: «OK, eh bien, moi, je suis prêt à mettre l'entièreté de ma relation avec l'Occident, à terre, à mort, pour prendre le bout de terre qui est en Crimée, puis m'impliquer, puis venir déstabiliser l'Ukraine, finalement». Hem, puis au niveau de cette idée-là, de la construction du revanchisme, puis l'annexion de la Crimée, heu au travers de mes recherches, là, j'ai pu identifier peut-être 4 périodes définitives, qui sont importantes au niveau du comportement. Puis c'est important de le mentionner tout d'abord que l'Occident, puis surtout l'Europe en fait, est vraiment vu comme un autre significatif ou dans la littérature anglophone, le significant other pour Moscou. Parce que le Kremlin, les dirigeants du Kremlin, puis les Russes en général s'attendent vraiment à ce qu'il y ait une reconnaissance de leurs intérêts, de leur puissance, de leur importance, puis de leur rôle finalement, puis de la nécessité d'inclure la Russie dans le concert européen, puis dans les structures européennes, puis dans la façon de vivre collectivement en Europe, si on veut. Donc, il y a vraiment 4 grandes périodes qu'on peut identifier. La première qui serait la tentative d'occidentalisation, qui est au niveau des années 90, vraiment définie par le fameux traitement choc, la transition au capitalisme, les années de Boris Yeltsin qui boit des petits verres de vodka à la Maison-Blanche avec Bill Clinton, ils se font des blagues et tout, où on a un semblant de belle relation d'une Russie qui tente vraiment de se rapprocher en acceptant l'entièreté des termes qu'on lui impose en Occident. Tout ça arrive justement jusqu'à peu près la, le bombardement au Kosovo, la guerre du Kosovo, puis les premières vagues là, d'élargissement de l'OTAN. Puis en même temps, on arrive avec l'élection de Vladimir Poutine qui change quand même fondamentalement le fonctionnement de la politique extérieure de la Russie. On se retrouve dans une seconde période qu'on pourrait qualifier de coopération pragmatique ou de coopération réaliste à la rigueur, parce que Vladimir Poutine, à ce moment-là, est critique, a des grandes réserves par rapport au rôle de l'Occident, à ses opérations de changement de régime, par exemple en Irak, ou à l'extérieur de ce que la Russie considère être la sphère d'influence occidentale. Cela dit, la Russie n'est pas assez puissante là, pour s'imposer à ce moment-là, puis voit vraiment son rôle comme celui d'une puissance qui doit collaborer dans ses intérêts pour que ça coûte un peu moins cher d'un point de vue matériel, pour faire valoir son influence puis atteindre ses buts. Ça, cette position-là reste à peu près jusqu'en 2008 avec le fameux discours à la conférence de sécurité de Munich en 2007, mais surtout la guerre avec la Géorgie. On a une Russie qui est beaucoup plus frustrée, qui est beaucoup plus assertive, anti-occidentale, mais qui est surtout beaucoup plus puissante quand même d'un point de vue matériel, qui a une armée et une économie quand même revampée, qui est rétrécie, avec Vladimir Poutine qui décide de s'affirmer tout en se retirant de la présidence, parce qu'à ce moment-là, il était à son terme de mandat légaux. Ça, c'est plus un problème aujourd'hui. Donc, on a vraiment ce regain d'assertivité chez la Russie qui parle de ses frustrations contre l'Occident, mais qui n'agit quand même pas autant là, qu'aujourd'hui. Et ça va vraiment fonctionner jusqu'en 2014 où on voit avec le conflit en Ukraine le basculement revanchiste de la Russie qui dit je vais aller plus loin que critiquer, je vais agir contre mes intérêts face à l'Europe. Je voulais me faire intégrer, je voulais que mon autre significatif finalement reconnaisse mes intérêts, puis m'intègre selon mes conditions. Ça n'a pas fonctionné.
Ça ne fonctionne pas à la maison non plus. C'est de plus en plus dur pour Vladimir Poutine de garder son régime à la maison. Il y a de plus en plus de contestation de son pouvoir. Donc, il y a vraiment ce basculement-là, un peu un advienne que pourra, où il va littéralement s'ostraciser de l'Occident, de l'Europe, des États-Unis, pour au moins garder un certain contrôle sur la Crimée, sur sa position dans la mer Noire, mais pouvoir aussi s'impliquer par la suite en Ukraine pour déstabiliser et puis au moins s'assurer qu'il n'y aura pas d'élargissement de l'OTAN à cet endroit-là, puis que l'Ukraine ne basculera pas complètement là, dans le giron de l'Occident, si on veut. Puis évidemment, avec la guerre en Ukraine, qu'on a présentement l'invasion, en fait, on a potentiellement une cinquième étape où on pourrait considérer, là, si on analyse un peu les discours de Vladimir Poutine et de son administration, on pourrait peut-être avoir l'hypothèse que tranquillement, il y a une certaine forme de révisionnisme là, qui arrive assez rapidement, en fait. C'est-à-dire que la Russie commence à embarquer dans son discours anti-Occident, puis veut aller peut-être plus loin que juste du revanchisme, puis imposer sa place en construisant vraiment quelque chose de plus gros, de différent, d'alternatif avec la Chine, ainsi que n'importe quel État qui se dit non occidental ou opposé à l'ordre international libéral. Ouais, bon, j'ai été un petit peu en avant de moi-même avec ça, mais c'est ça, la Russie on comprend elle est fondamentalement insatisfaite de l'ordre post-guerre froide qui était vraiment basé sur l'élargissement de l'OTAN, des institutions de l'Union européenne, qui sont bon, un projet quand même de l'Europe occidentale avant toute chose, puis qui prédate, dans certains cas, dans le cas de l'OTAN, le 1991. La Russie voulait autre chose. Elle n'a pas réussi à l'avoir. Puis comme pour elle, l'honneur, puis son statut de puissance est très important, ça a généré des conflictualités avec l'Occident, avec les États-Unis, avec l'Union européenne, avec l'OTAN, mais aussi avec l'Ukraine qui tentait de se rapprocher de l'UE, puis de l'OTAN, ce qui est d'ailleurs tout à fait légitime parce que c'est pas un autre État de dicter à l'Ukraine ce qu'elle a à faire. Cela dit, ça a tout de même généré une perception de frustration, puis une perception de menace de la part de la Russie. Puis bien que ce soit seulement des perceptions, c'est quand même réel aux yeux de Vladimir Poutine, puis ça se reflète dans la façon dont il se comporte en politique étrangère, dont la Russie se comporte. Donc, finalement, cette partie de la recherche-là démontre que oui, la position matérielle stratégique de la Crimée, c'était très important, mais au-delà de ça, c'est vraiment le durcissement de la relation plus difficile, la vision pour la Russie qu'elle serait incapable de se faire inclure dans l'Occident, qui a fait finalement basculer ou qui a été le breaking point, là, le point de fracture pour prendre une décision aussi difficile que ça, puis aussi coûteuse jusqu'à l'invasion de la guerre en Ukraine, parce qu'à ce moment-là, c'était les plus grosses sanctions, c'était très important. Puis maintenant, ça a l'air de pratiquement être une blague à la vue des sanctions qu'on a aujourd'hui. Bon. Donc, ça m'a à peu près fin très rapidement là, à ce qui était dans mon projet de mémoire. Puis ça ouvre un peu plus la porte à mes recherches doctorales qui, elles, se concentrent vraiment beaucoup sur l'expérience du durcissement de ces relations-là, c'est-à-dire comment la diaspora russe aux États-Unis finalement vit cette détérioration des relations depuis 1991. Puis je mets l'accent sur les communautés présentes aux États-Unis à des fins de rendre ça réalisable, évidemment, parce que je ne pourrais pas faire la diaspora de l'entièreté de la planète. Déjà qu'aux États-Unis, c'est une extrêmement grosse diaspora. Donc, c'est quand même difficile de le faire à ce niveau-là. Puis, c'est ça, la problématique venait au départ du fait qu'on avait vraiment peu de connaissances sur ces communautés-là, puis que c'était souvent issu de stéréotypes, de certaines pensées russophobes de l'époque de la guerre froide. Là, on a les fameux Russes ultra pro-capitalistes, complètement anticommunistes ou finalement pro-Kremlin qu'on traite presque comme des espions, des espions à la maison là, qui sont aux États-Unis mais supportent Poutine puis détestent les États-Unis. Donc, on a peu de connaissances sur la façon dont ces relations difficiles-là ont un impact. Puis avec la hausse de compétitivité entre les États-Unis et la Russie, les tensions et tout, c'est quand même important de voir comment une part importante de cette communauté américaine-là vit finalement les relations internationales.
Donc, la question que j'avais identifiée dans mon projet de doctorat, puis dans mes demandes de financement, c'était comment les Américains et Américaines d'origine russe perçoivent-ils, et elles, la politique étrangère des États-Unis à l'endroit de la Fédération de Russie, et par quels moyens l'identification de ces perceptions peut-elle aider à la formulation d'une relation russo-américaine plus constructive? Visiblement, ça va être difficile avec les dernières semaines d'aller dans le constructif, mais bon, c'était la question que je me posais. Puis, l'approche théorique qui est encore préconisée d'ailleurs, c'est issu majoritairement du constructivisme en relations internationales, surtout au départ pour aller chercher la question des perceptions, de l'identité, du rôle des individus, puis de leurs expériences qui sont vraiment au cœur de la recherche, mais aussi un tournant plus pratique, là, la question de la pratique des relations internationales, l'accent vraiment mis sur la façon dont les individus vivent et pratiquent les relations dans leur quotidien. Là, on sort finalement du cercle de la présidence, autant en Russie qu'aux États-Unis, puis on va vraiment rencontrer les gens sur le terrain. Puis c'est parce que c'est des agents finalement beaucoup plus importants qu'on pourrait penser euh, dans la fabrication, la construction, puis l'impact des relations internationales sur les deux États. Euh, j'en étais, ouais. Pour au niveau de la méthodologie, bien rapidement, là, c'est quand même encore cette partie-là, à l'état embryonnaire, c'est-à-dire que je n'ai pas commencé mon doctorat, donc mes recherches sont encore au début. Mais le but, c'est de réaliser des entrevues et des groupes de discussion avec des membres de la diaspora aux États-Unis pour recueillir leurs expériences, leurs témoignages. Puis évidemment, le but, c'est d'intégrer des membres issus de divers vagues d'immigration, de groupes d'âge variés, mais aussi de l'ensemble de la diversité, hommes, femmes, différentes identités de genre. Et puis, bon, l'identification préliminaire des régions puis des endroits à visiter, des groupes à visiter, risque de se faire par biais d'un questionnaire envoyé à des organismes russes russophones aux États-Unis, que ce soit des OBNL, des centres culturels, des écoles, même des églises à la rigueur. Parce que, bon, si je me mets à aller sur le terrain puis aller partout où les US Census identifient des populations russophones, ça risque d'être difficile. Puis ça va me permettre en même temps de peut-être enlever un peu de billets de sélection, c'est-à-dire que je vais envoyer ça un peu partout, puis aller là où les gens désirent participer, désirent répondre. Donc, ça ne va pas faire ah bon, j'ai envie de rencontrer des Russes à New York, j'ai envie de rencontrer des Russes à El Paso, au Texas, mais je vais aller là à des fins de voyage. Donc, ça va vraiment un peu enlever un petit peu ce billet-là. Puis bon, une fois sur le terrain, le but, ça va être de rencontrer des individus puis d'avoir un peu d'anticiper un effet boule de neige de oui, je connais une personne, je connais une autre personne qui va me permettre d'avoir vraiment un petit peu plus de participation puis des niveaux à différents niveaux. Évidemment, là, ce projet-là a été démarré avant l'invasion de l'Ukraine, pardonnez-moi. Donc, ça n'exclut pas, par exemple, d'aller chercher des Ukrainiens pour voir, puis de me concentrer plus sur ce conflit-là, avoir les perceptions des deux côtés, comment les différentes tranches d'âge, les différents groupes vivent ces relations-là, parce que du moins, j'ai quand même un petit peu de résultats préliminaires pour l'instant, c'est-à-dire que j'ai pu rencontrer certaines organisations, certains Russes qui n'étaient pas nécessairement aussi des Ukrainiens, pas nécessairement aux États-Unis, mais aussi, puis il y a vraiment une grande division entre les plus âgés qui sont issus de vagues d'immigration de la fin des années 80 et puis du début des années 90 versus des gens qui sont plus de ma génération, c'est-à-dire là, des gens nés fin 90, début 2000 qui ont immigré plus tard ou qui sont nés même aux États-Unis. Chez les plus jeunes, il y a une grande opposition à la guerre, tandis que chez les plus âgés, ils semblent avoir beaucoup plus de support pour le gouvernement pour la guerre. Puis plusieurs personnes semblent identifier ça du fait des campagnes de désinformation de l'État russe qui ont de la difficulté présentement parce que, bon, ils n'ont plus leur chaîne à l'étranger, mais qui utilisent des moyens détournés, par exemple Twitter, Instagram, Telegram, des groupes Telegram pour vraiment partager leurs informations. Puis c'est difficile de valider finalement la véracité des faits. Puis ça prend beaucoup de cours, les générations plus âgées qui n'ont pas nécessairement autant d'expérience ou de connaissances avec l'utilisation des médias sociaux, puis les techniques pour valider, par exemple, la véracité des faits et tout. Donc, il semble avoir un certain clivage de plus en plus dans la diaspora russe, tandis que, bien évidemment, chez la diaspora ukrainienne, il y a un énorme support à l'opposition à la guerre. Donc, ça peut être intéressant. Puis, il y a un peu de données que j'ai eues aussi sur la question des sanctions. Évidemment, là, il y a certains russophones qui voient leur famille tenter de quitter le pays
parce que les sanctions, même si le rouble est remonté et tout, qui font mal parce qu'il y a quand même une inflation, il y a moins de produits sur les tablettes, c'est plus difficile de se trouver un emploi. Les emplois dans les banques, dans le secteur financier, dans les secteurs plus hip, si on veut, sont plus difficiles à avoir. Il y a des emplois qui se perdent. Puis évidemment, considérant que c'est la Russie qui dirige une guerre à l'endroit de l'Ukraine, eh bien, c'est pas nécessairement facile pour les Russes de quitter le pays et de faire une demande d'asile en Europe, en Occident, là où ils voudraient aller. Donc, plusieurs qui sont aux États-Unis, par exemple, qui ont des familles en Russie qui veulent quitter, ben, ces personnes-là doivent se réfugier en Géorgie, au Bélarus ou du moins dans d'autres pays qui les acceptent relativement plus facilement. Donc, c'est ça, il y a un potentiel d'élargissement à ce niveau-là pour la recherche. Mais comme c'est vraiment au niveau plus embryonnaire, encore au début, ben, je vais commencer par me concentrer sur ça, vraiment développer ma méthodologie, mon questionnaire et tout, pour pouvoir aller vraiment chercher des groupes. Puis, idéalement, ça va nous permettre d'avoir une bonne idée de la façon dont cette compétitivité entre grandes puissances, entre la Russie, entre les États-Unis, vient avoir un impact sur la vie quotidienne des russophones à l'étranger, puis potentiellement de la diaspora ukrainienne. Donc, ça fait pas mal le tour de ma recherche. Je vous remercie beaucoup du temps que vous m'avez accordé. Merci beaucoup, David, pour cette présentation très intéressante. Et tu as quand même relevé un défi de taille. Tu n'as pas présenté seulement un projet de recherche, mais bien deux dans le temps imparti. Donc, je te félicite d'avoir respecté les 20 minutes. J'ai pris beaucoup de notes. J'ai déjà quelques questions que j'ai envie de te poser, mais je vais les garder en banque. Nous allons nous tourner maintenant vers Arthur Stein, qui va présenter à son tour les résultats de ses recherches qui ont été publiés dans un article dans le European Journal of International Relations il y a à peine quelques semaines, n'est-ce pas, Arthur? Oui, exact. Ça a été publié en avril 2022. Donc, merci beaucoup, Vincent, pour cette présentation. Merci beaucoup aux organisateurs du Forum Saint-Laurent de me donner cette opportunité de présenter mes recherches. Donc, je m'appelle Arthur Stein, je suis candidat au doctorat à l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un article qui est vraiment au cœur de ma thèse de doctorat. Donc, je fais une thèse, ce qu'on appelle par article. Donc, il y a trois grands morceaux. Et donc là, c'est un des articles qui compose vraiment le cœur de la thèse. Donc, cet article s'intitule « L'influence de la publicité du soutien étatique à des groupes rebelles sur la violence envers les non-combattants lors des guerres civiles ». Et comme Vincent l'a mentionné, c'est un article qui a été publié très récemment dans le European Journal of International Relations. Et donc, c'est un article qui est publié en accès libre. Donc, les personnes intéressées, je vous invite à aller voir l'article en ligne. Donc déjà, cet article, la genèse un petit peu de cet article, c'est une sorte de constatation. C'est de voir que quand on regarde la presse, quand on lit la presse, on voit que finalement, la plupart de ce qu'on appelle des guerres civiles, donc des conflits internes, sont finalement pas tant civils, sont pas tant internes. Il y a énormément de dimensions transnationales, donc des États étrangers qui vont s'impliquer, qui vont soutenir des parties au conflit. Les diasporas aussi, dont on vient de parler, ont souvent un gros rôle assez important durant les guerres civiles parce qu'elles apportent du soutien à certaines parties au conflit. Donc voilà, ce qu'on appelle les guerres civiles sont finalement pas tant civiles. Deuxième grande constatation qui est un petit peu à l'origine de cette recherche, c'est de voir que souvent quand on parle de rebelles, quand on parle d'insurgés dans les guerres civiles, c'est des termes qui sont très connotés. Donc, des fois, il y a des connotations très positives, donc il y a une forme un peu de romantisme autour du terme de rebelle, donc le combattant pour la liberté. Des fois, il y a un peu l'excès inverse, c'est-à-dire qu'il y a une forme de négativité associée au terme. Donc, un rebelle serait forcément un méchant, des fois c'est associé au terme de terroriste. Donc voilà, il y a un peu ces deux côtés. Et finalement, la question, c'est un peu de savoir est-ce que les rebelles, est-ce que les insurgés, c'est des gentils, est-ce que c'est des méchants, et quelles sont vraiment leurs activités concrètes lors des conflits. Donc, je ne sais pas si vous voyez la prochaine slide. OK. Donc, de manière générale, dans ma thèse de doctorat, je m'intéresse à un phénomène en particulier, c'est le fait que dans de nombreuses guerres civiles, des États externes au conflit, donc ce que je vais appeler les États soutiens, l'acteur 1 ici, fournissent des ressources matérielles à une organisation rebelle, donc l'acteur 2, qui se bat contre un État cible. Donc, l'organisation rebelle reçoit des ressources matérielles de l'étranger, ça peut être des armes, de l'argent, d'autres types de ressources logistiques, donc il y a tout un tas de types de soutien qui sont apportés, et l'organisation rebelle va utiliser ces ressources pour se battre contre le gouvernement.
Donc, c'est vraiment un peu cette relation entre ces trois acteurs. Par contre, moi, dans ma thèse, je m'intéresse à un phénomène particulier au sein de ce phénomène déjà particulier, c'est comment le fait d'être soutenu par des États étrangers va influer sur la relation entre l'organisation rebelle qui est soutenue et les civils dans l'espace dans lequel l'organisation rebelle évolue. Donc, c'est vraiment cette relation entre l'acteur 2, l'organisation rebelle qui reçoit le soutien, et les civils. Donc, cette relation entre soutien étatique d'un côté et interaction entre insurgés et civils, c'est quelque chose qui a déjà été un petit peu étudié dans la littérature sur les conflits civils, dans la littérature académique. Par contre, si on regarde un peu cette littérature, ce qu'on voit, c'est que c'est une littérature qui est assez contrastée. Donc déjà, il faut le dire, c'est souvent des études quantitatives. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a certains articles qui vont dire que quand un groupe rebelle est soutenu de l'étranger, il va avoir tendance à être plus violent envers les civils sur le territoire sur lequel il évolue. Donc, l'idée, c'est de dire que puisque le groupe rebelle n'est pas dépendant du soutien local, il a accès à des ressources externes, il a moins tendance à vouloir s'assurer la collaboration des civils et il peut user de la violence de manière un petit peu stratégique. Par contre, ce qu'on voit, c'est que d'autres études, elles vont trouver des résultats inverses, disons. Il y a certaines études qui montrent que, par exemple, le soutien étatique n'a pas forcément d'influence sur la violence envers les civils, qu'il n'y a pas d'effet significatif. Il y a même des études qui montrent que les insurgés qui reçoivent un soutien étatique externe développent des relations plus constructives avec les civils. Donc voilà, on voit vraiment trois types de résultats très différents et ça pose des questions de comment donner du sens un peu à ces résultats contradictoires. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que la plupart des études, ce qu'elles font, c'est qu'elles comparent des groupes qui sont soutenus à des groupes qui ne sont pas du tout soutenus. Par contre, ce que je pense, c'est que face à ces résultats contradictoires, il faudrait aller voir comment différentes formes de soutien, différentes formes d'assistance de la part des États aux rebelles a une influence différente sur la violence envers les civils. Donc, vraiment désagréger différentes formes de soutien aux rebelles. Donc, très simplement, l'article que je présente aujourd'hui, il veut répondre à la question suivante. Est-ce que la publicité du soutien étatique aux rebelles influence la violence insurgée envers les non-combattants lors des guerres civiles? Donc, la variable indépendante ici, donc la cause, c'est la publicité du soutien étatique aux rebelles. Je vais revenir un petit peu après sur les définitions des variables de manière plus exhaustive, disons. Et là, ici, la variable dépendante, donc la conséquence, ce qu'on veut expliquer dans l'article, c'est la violence des rebelles envers les civils. Donc, premièrement, la variable indépendante, donc la cause, la publicité du soutien étatique aux rebelles. Donc, qu'est-ce que j'entends quand je parle de publicité du soutien étatique? Donc, pour moi, la publicité du soutien se définit comme le degré de reconnaissance ou de non-reconnaissance parfois de l'assistance par les États qui vont soutenir les rebelles. Donc, c'est par exemple, est-ce que des membres du gouvernement, le président, des ministres, est-ce que des porte-paroles vont reconnaître le fait que l'État, oui, fournit des ressources matérielles à des rebelles qui se battent contre un autre État sur le territoire d'un État étranger. Donc pour moi, c'est plus pertinent de conceptualiser la publicité comme un continuum plutôt qu'une variable juste binaire, donc public, clandestin. Donc la première étape, ça serait un déni public. Donc un État nie le fait de soutenir des insurgés sur le territoire d'un autre État. Il le nie publiquement. Des ministres, des représentants vont toujours nier dans la sphère publique le fait de soutenir les insurgés. Parfois, ce qu'on voit, c'est une absence de déni. Donc, un État est accusé de soutenir des rebelles sur le territoire d'un autre État. Par contre, il ne va juste pas répondre. Donc, un exemple assez fréquent, c'est l'Iran, par exemple, qui est souvent accusé de soutenir des groupes armés dans d'autres pays. Mais l'Iran ne se donne même pas le mal de répondre et juste il y a une absence de déni. Troisième étape, disons, sur le continuum, c'est une démonstration publique. Donc ici, le soutien, il n'est pas reconnu de manière verbale, disons. Par contre, les États soutiens vont opérer des actions qui sont tellement manifestes que pour moi, ça équivaut à un soutien public. Donc, par exemple, des fois, il y a certains États, ils vont autoriser les rebelles à avoir des sièges opérationnels sur leur territoire officiel avec des adresses officielles. Donc, pour moi, c'est une sorte de démonstration publique, même si l'État ne reconnaît pas forcément verbalement le fait de soutenir les rebelles. Finalement, la dernière étape, c'est vraiment la déclaration publique. Donc, un État reconnaît dans la sphère publique le fait de soutenir des rebelles à l'étranger. Donc, un exemple particulier, c'est les États-Unis qui reconnaissaient soutenir les rebelles syriens au début de la guerre civile en Syrie. Donc, c'était vraiment reconnu publiquement dans la sphère publique.
Donc, si on regarde un petit peu le continuum, on voit que les deux étapes à gauche, ça correspond à un soutien clandestin. Donc, l'État ne reconnaît pas le fait de soutenir des insurgés. Les deux étapes à droite, ça correspond plutôt à un soutien public. Donc, l'État reconnaît soit verbalement, soit de manière dans ses actions le fait de soutenir des groupes à l'étranger. Donc, pour les besoins de cet article, j'ai codé le degré de publicité du soutien étatique pour toutes les guerres civiles de 1989 à 2018. Donc, j'ai utilisé des articles de presse, des rapports d'ONG, des rapports d'organisations internationales ou même des articles académiques. Et j'ai essayé de voir à chaque fois qu'il y avait un soutien connu d'un État à des groupes rebelles sur le territoire d'un autre étranger. Est-ce que c'était apporté de manière publique, de manière manifeste, donc est-ce que c'était reconnu, ou est-ce que c'était apporté de manière clandestine, donc il n'y avait pas de reconnaissance particulière. Donc, sur cette base, je peux vous présenter des données un petit peu descriptives sur cette variable. Donc déjà, ce qu'on voit, si on regarde le graphique en bas à gauche, c'est que la publicité du soutien, ça demeure une exception dans la politique internationale. Donc, dans la période 1989-2018, autour de 65% des observations sont des cas de soutien secret. Donc, un État externe à un conflit civil soutient des rebelles, mais il ne va pas le dire publiquement. Ensuite, si on regarde le graphique en bas à droite, on voit qu'il y a aussi des différences temporelles, donc il y a des évolutions dans le temps. Donc, on peut plus ou moins distinguer 3 grandes périodes dans le graphique en bas à droite. Donc, la première, ce serait à la fin de la guerre froide, 1989 jusqu'à 1992 environ. La moitié des cas de soutien à des rebelles dans le monde sont des cas de soutien clandestin, l'autre moitié, c'est des cas de soutien public. Ensuite, par contre, on voit une deuxième période entre 1993-14 et 2013-14. La publicité du soutien à des rebelles est beaucoup moins fréquente. Donc, la majorité des États qui soutiennent des groupes armés sur le territoire d'un autre État vont le faire de manière clandestine, ne vont pas le reconnaître publiquement. Par contre, après 2014, on voit vraiment un retour de la publicité au sein de la politique internationale. Donc, dans des conflits comme la Syrie, dans des conflits comme la Libye, dans d'autres types de conflits, des États vont soutenir ouvertement, publiquement, des groupes rebelles et vont le dire dans l'espace public. Donc, il y a vraiment un peu un retour de l'action manifeste dans la sphère internationale, dans la politique internationale. Donc, ça, c'était pour la variable indépendante, donc la cause dans mon article. Ensuite, la variable plus dépendante, donc vraiment la conséquence, c'est la violence des rebelles envers les civils. Donc, de manière assez simple, c'est la violence. Ici, j'évalue la violence envers les civils via le nombre de non-combattants qui sont volontairement tués par les organisations rebelles qui reçoivent du soutien de l'étranger durant les guerres civiles. Donc, ces données, ça inclut les civils qui sont tués de manière délibérée. Donc, ça n'inclut pas ce qu'on appelle parfois de manière assez simplificatrice, disons, des dommages collatéraux qui pourraient résulter des combats entre les rebelles et l'État cible. Donc, on parle vraiment de violence délibérée ici. Les rebelles visent délibérément les civils. Et pour l'article, j'utilise des données encore une fois, de 1989 à 2018 qui proviennent de UCDP. Donc, c'est un centre de recherche très utilisé dans l'étude sur les guerres civiles, dans l'étude sur la violence envers les civils. Donc, c'est des données qui reviennent dans beaucoup d'articles sur ce sujet en particulier. Donc, plus en termes de théorie, quelle est mon hypothèse dans cet article qui fait partie de ma thèse de doctorat? Donc, mon hypothèse centrale, déjà, c'est de dire que les États soutiens, ceux qui aident les rebelles, ne veulent pas faire face à des potentiels coûts associés à une aide à des rebelles qui seraient brutaux. Donc, pour un État qui soutiendrait des insurgés sur le territoire d'un autre État, il y a 2 types de coûts potentiels qui pourraient l'affecter, selon moi. Déjà, il y a des coûts réputationnels. Donc, si un État est exposé en train de donner des ressources matérielles à des rebelles violents, il peut s'exposer à une atteinte à sa réputation internationale. Donc là, c'est plutôt pour les démocraties. Donc, par exemple, il peut y avoir des campagnes d'ONG, des campagnes de mobilisation populaire qui vont dénoncer le fait de soutenir des rebelles violents qui ne respectent pas les droits de l'homme. Par contre, il y a aussi ce qu'on peut appeler des coûts matériels. Donc, des États qui soutiendraient des groupes violents, ils s'exposent notamment à des sanctions internationales. Ça peut être très contraignant. Donc, par exemple, les États qui sont placés sur les listes des États-Unis, de l'Union européenne comme États soutien d'organisations terroristes, c'est assez contraignant. Donc, ça les empêche d'avoir accès à certaines aides internationales, ça les empêche d'avoir accès à certains prêts, notamment du Fonds monétaire international. Donc voilà, il peut y avoir des coûts matériels assez contraignants, et ça touche à la fois des démocraties, mais aussi des autocraties qui ne veulent pas forcément être contraints par ces coûts matériels potentiels.
Donc pour moi, cette hypothèse de dire que les États soutiens ne veulent pas faire face aux coûts associés à une aide à des rebelles brutaux, ça a deux conséquences. Premièrement, les États soutiens tendent à attribuer un soutien public à des groupes qui sont peu violents avant d'être soutenus. Donc déjà, les États vont surtout reconnaître publiquement soutenir des groupes qui ne sont pas violents, qui ne visent pas délibérément les civils. Ensuite, deuxième étape, quand des États fournissent un soutien public, donc ils reconnaissent leur soutien, ils vont avoir tendance à superviser plus strictement le comportement des insurgés qu'ils aident que ceux qui fournissent seulement un appui clandestin. Donc, il va y vraiment avoir un contrôle plus important sur la conduite des rebelles sur le champ de bataille. Et donc, si on se place du point de vue des rebelles qui reçoivent le soutien, on peut identifier deux grands scénarios différents, disons. Donc, scénario 1, une organisation rebelle reçoit un soutien clandestin. Donc, pour moi, dans ce cas-là, l'organisation va faire face à une structure d'incitatif permissive en termes de violence envers les civils, parce qu'elle a accès à des ressources externes, donc elle reçoit un soutien d'étrangers. Par contre, l'État qui la soutient ne va pas forcément exercer une supervision stricte. Donc, il n'y a pas forcément de contraintes sur son comportement. Et là, l'organisation rebelle peut juger que l'usage de la violence envers les civils peut servir ses intérêts stratégiques. Donc, il y a toute une littérature dans l'étude des conflits civils qui dit que la violence envers les civils peut parfois répondre à des dimensions stratégiques pour les rebelles. Ça peut notamment permettre d'assurer la collaboration des civils. Donc, dans ce cas-là, si un groupe reçoit seulement un soutien clandestin, il peut juger que c'est pertinent pour ses objectifs stratégiques d'user de la violence. Scénario 2, par contre, le groupe reçoit un soutien public. Dans ce cas-là, selon mon hypothèse, l'État qui va fournir les ressources va opérer une supervision stricte sur le comportement des rebelles. Dans ce cas-là, l'organisation va faire face à une structure d'incitatif restrictive parce qu'elle a accès à un soutien externe, mais avec les contraintes d'une supervision assez stricte de la part de l'État qui le soutient. Dans ce cas-là, les rebelles n'ont vraiment pas intérêt à user de la violence parce qu'ils risqueraient de perdre le soutien externe. L'État qui les soutient risquerait de stopper l'envoi d'armes, l'envoi d'argent, l'envoi de ressources matérielles. Et ça peut être très, très néfaste pour le combat des rebelles parce que souvent, l'accès à des ressources externes, c'est très important pour mener le combat, pour pouvoir opérer. Donc, voilà un petit peu les deux scénarios. Soutien clandestin, structure permissive d'incitatif pour la violence, soutien public, structure restrictive. De manière assez simple, sur cette base, je construis une hypothèse centrale qui est assez basique, c'est de dire que les organisations rebelles qui reçoivent un soutien public de la part d'États externes sont moins violentes envers les civils que les insurgés qui reçoivent seulement un appui clandestin. Donc, l'article, c'est un article plus quantitatif, donc c'est vraiment testé au moyen d'une analyse de type large N. Et donc, j'étudie l'ensemble des guerres civiles de 1989 à 2018. La période, c'est la période post-guerre froide, donc c'est une période qui est souvent retenue dans l'étude sur les guerres civiles parce que déjà, il y a des données qui sont disponibles de manière plus importante pour cette période que pour la période précédente. Ça permet aussi un peu de comparer ce qui est comparable. Donc, au niveau de la politique internationale, le fait de comparer juste après la guerre froide, ça permet vraiment d'avoir une période assez homogène, disons. Donc, dans l'article, je précise plus en détail les modèles statistiques qui sont utilisés, les variables de contrôle. Je ne le présente pas dans la présentation à l'oral, mais les personnes intéressées peuvent aller voir. C'est plus détaillé, disons, le type d'analyse qui est conduite. Et donc, très, très rapidement, en termes de résultats, ce qu'on peut voir, c'est qu'en effet, un soutien étatique public aux rebelles est statistiquement et significativement associé à moins de violence envers les civils de la part des organisations qui sont soutenues. Donc, sur le graphique, si on regarde un petit peu le 0, ça correspond aux groupes qui sont soutenus de manière clandestine, donc le soutien est secret. Le 1, ça correspond aux groupes qui sont soutenus de manière publique. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une différence significative, donc au-delà de la marge d'erreur, entre les groupes soutenus clandestinement et les groupes soutenus publiquement en termes de violence envers les civils. Donc c'est vraiment une variable qui a une influence, même quand on contrôle pour tout un tas d'autres variables associées. Donc ça, c'était vraiment une étude plus quantitative, donc statistique, où je compare l'ensemble des groupes rebelles qui opèrent entre 89 et 2018. Dans un autre article, qui fait aussi partie de ma thèse de doctorat, j'analyse de manière plus qualitative, disons, un cas particulier de soutien étatique à des rebelles. Donc, l'étude porte sur le soutien qui a été apporté par les États-Unis au YPG, donc c'est des organisations armées kurdes qui opèrent dans le cadre de la guerre civile syrienne, et c'est un soutien qui a été apporté publiquement. Donc moi, mon étude, c'est d'aller voir
dans le cadre de ce soutien public, est-ce que les États-Unis ont supervisé le comportement des rebelles et est-ce que ça a une influence sur la violence envers les civils? Je suis désolé pour les pompiers derrière. Je pense que ça va être assez désagréable. Donc, ce que je trouve à travers cette étude, c'est que dans le cadre d'un soutien apporté publiquement par les États-Unis au YPG, les États-Unis ont en effet strictement supervisé le comportement du groupe qui était soutenu. Donc déjà, des violences qui auraient été éventuellement commises par le groupe armé, les YPG, auraient potentiellement exposé les États-Unis à des coups réputationnels. Donc ça aurait pu être, par exemple, des manifestations, des campagnes d'ONG pour dénoncer ce soutien à un groupe qui est violent envers les civils. Il y aurait pu aussi avoir des conséquences plus matérielles pour les États-Unis. Donc, par exemple, les YPG, c'est un groupe qui est reconnu comme une organisation terroriste par la Turquie. Donc, le fait de soutenir ce groupe, ça aurait pu avoir un impact sur la relation entre les États-Unis et la Turquie et ça aurait pu être néfaste à l'alliance entre les deux pays. Donc voilà, si le groupe avait commis des violences, ça aurait pu exposer les États-Unis à différents types de coups potentiels et donc ça aurait pu être négatif pour la politique étrangère du pays. Donc ce qu'on voit, c'est que comme attendu dans le cadre théorique, il y a des militaires, des diplomates américains qui ont souvent agi comme médiateurs dans des conflits qui opposaient les YPG, le groupe soutenu, et les populations civiles dans le nord-est de la Syrie. Donc il y a eu vraiment une implication assez importante de la part des États-Unis pour essayer de mitiger le potentiel de violence entre le groupe armé et les civils. Donc, dans une entrevue avec un diplomate américain, par exemple, le diplomate mentionne le fait que les États-Unis ont souvent poussé le groupe, par exemple, à régler une erreur qui avait été commise ou à d'escalader une situation qui était devenue un peu trop tendue entre le groupe qui était soutenu et les civils. Donc, il y a vraiment cette idée de supervision stricte, de contrôle strict du comportement du groupe soutenu. Donc, ce que je vois aussi, c'est que le groupe qui était soutenu avait vraiment un fort intérêt à se conformer aux demandes des États-Unis en termes de non-violence envers les civils. Donc, si le groupe avait commis des violences de grande intensité envers les populations civiles, ça aurait pu entraîner une fin, une suspension du soutien américain, alors même que ce soutien, c'était vraiment l'une des sources premières de ressources pour le groupe pour continuer son combat. Donc, le groupe avait vraiment intérêt à se conformer aux demandes de l'État soutien. Donc, il y a différents répondants du département de la Défense, du département d'État américain qui disent vraiment que si le groupe soutenu s'était engagé dans une violence généralisée, disons, envers les civils, ça aurait mis fin immédiatement au soutien et donc ça aurait été néfaste pour le groupe en particulier. Donc, très, très rapidement, en termes de conclusion sur ce sujet, donc, je pense que déjà, l'article, de manière générale, contribue à la littérature académique en identifiant vraiment la publicité du soutien comme un facteur modérateur dans la relation entre aide externe à des rebelles et violence envers les civils. Donc, je pense qu'en reconnaissant publiquement la fourniture d'un soutien, les États soutiens, ils semblent gagner une sorte de levier sur la conduite des rebelles. Donc, tant que le soutien est public, les rebelles sont incités à s'abstenir de recourir à la violence. Et ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc, ça permet de limiter la violence envers les civils dans les conflits armés. Finalement, dernière grande conclusion, c'est de voir que finalement la retenue, ça peut être une stratégie très fructueuse pour les rebelles. Donc, l'absence de violence va souvent leur offrir un soutien plus ouvert, plus manifeste, plus public, avec de nombreux avantages symboliques et matériels associés. Donc, souvent, un soutien public, ça entraîne plus de ressources transmises, des ressources de meilleure qualité, plus d'armes, plus d'argent. Donc, vraiment, le fait de ne pas user de la violence, ça peut être vraiment une stratégie fructueuse pour les rebelles. Finalement, ce qu'on voit, c'est que les rebelles qui s'abstiennent de cibler les civils sont au final plus susceptibles d'obtenir des résultats favorables dans les guerres civiles qu'ils mènent. Et donc, encore une fois, ça montre que l'absence de violence, ça peut être une stratégie assez fructueuse, assez bénéfique, disons, pour les groupes en particulier. Donc voilà, c'était tout pour moi pour cet article. Je vous remercie vraiment pour votre attention et je serais ravi d'avoir vos questions, vos commentaires, vos suggestions pour la suite de mes recherches. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Arthur, pour cette présentation très intéressante. Et comme tu as mentionné, j'invite les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, à consulter, à lire ton article. Nous pourrons le relayer sur les réseaux sociaux du Forum Saint-Laurent. Je vais le tweeter après l'atelier pour que les gens puissent le lire. J'ai eu la chance de m'y plonger au courant des derniers jours et j'ai trouvé vraiment ton analyse très, très intéressante. Donc, il nous reste quand même
assez de temps pour discuter de long et en large. On avait prévu là, ces 2 heures pour 3 à 4 présentations, bien entendu, avec 2 présentations. L'atelier va finir un peu plus tôt, mais on va quand même prendre le temps là, d'aller un petit peu plus en profondeur sur chacun des projets grâce à mes questions et grâce aux questions du public. Encore une fois, si vous écoutez à la maison, au bureau et que vous souhaitez poser une question à nos conférenciers, il y a une boîte de dialogue en dessous de la fenêtre vidéo. Vous inscrivez votre nom, votre question et je vais être en mesure de les recevoir et de les relayer à Arthur et David. Je vais commencer avec David, si vous me permettez, pour te poser quelques questions. D'abord, peut-être un peu plus sur ton projet de recherche que tu as effectué dans le cadre de ta maîtrise et ensuite le projet que tu es en train d'établir pour tes études doctorales. Donc, sur le projet à la maîtrise, j'ai vraiment trouvé intéressant là, le cadre d'analyse que tu proposes, la périodisation aussi des relations entre la Russie et l'Occident, plus particulièrement les États-Unis que tu as mises de l'avant. Donc, 4 périodes potentiellement, une 5e période qui pourrait avoir débuté le 24 février 2022 avec la guerre russe en Ukraine. Euh, je me pose la question, en fait, tu identifies, si on se concentre sur cette périodisation, le basculement revanchiste à l'invasion russe de la Crimée, ou du moins les mois qui ont précédé cette invasion russe avec les manifestations populaires aussi en Ukraine au préalable aux alentours de 2013-2014 et d'une lecture un peu externe, non initiée de la politique étrangère russe, moi je me posais la question, est-ce que ce basculement revanchiste ne peut pas être retracé à 2008 avec la guerre en Géorgie? Donc déjà là, on voit qu'il y a une volonté d'affirmation que plusieurs avaient qualifiée à l'époque de revanchards, de revanchistes vis-à-vis dans ce qu'on appelle en fait l'étranger proche de la Russie, dans une mauvaise traduction. Donc, les anciennes républiques soviétiques, on cherche à les ramener à bon port, on cherche à gruger des parties de territoire où on retrouve une population russophone importante. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu as eu de la difficulté dans ta périodisation ou, contrairement à moi, tu voyais vraiment la coupure de manière plus significative à partir de 2013-2014 pour ce qui est du qualificatif du basculement revanchiste? C'est une excellente question, puis je l'adresse un peu dans mon mémoire, mais bon, évidemment, dans le temps limité, j'ai pas trop pu le développer parce qu'effectivement, on commence à voir, à partir de 2007-2008, un peu un comportement revanchiste, surtout dans le discours de Vladimir Poutine, parce que Dimitri Medvedev, lui, il essaie beaucoup plus de se rapprocher d'Obama, essaie de dynamiser l'économie, de démontrer peut-être que la Russie est quand même un endroit prompt à investir et tout pour les nouvelles technologies, tandis que Vladimir Poutine, lui, a vraiment ce discours-là de là, il y a eu le Kosovo, il y a eu l'élargissement de l'OTAN, il y a eu la guerre en Irak. On a aidé avec l'Afghanistan, mais l'Irak, on s'y est opposé. Maintenant, on est puissant. Là, vous avez essayé d'élargir l'OTAN à la Géorgie. Ben, du moins, ils n'ont pas essayé. Il y a eu une promesse de George Bush qui a été assez, finalement, pour déclencher cette réaction-là. Donc, oui, il y a effectivement là, une présence d'un début, finalement, de revanchisme. On ne peut pas le découper au couteau finalement, dans le timeline. Dire, OK, c'est là que ça commence. La différence, c'est qu'entre 2008 et 2014, on a quand même une Russie qui essaie de collaborer avec l'Occident, qui essaie d'avoir un certain dialogue, du moins pour faire comme, bon, avant d'envahir, avant de me mettre à dos l'Occident, avant de me mettre à dos un potentiel État, du moins, il y a certaines négociations. Tandis qu'après 2014, c'est vraiment le basculement complet, si on veut, de dire non, mais maintenant, je vais imposer mes conditions, puis ce sera ça. Finalement, c'est la Russie a l'impression qu'on joue finalement un jeu à somme nulle avec elle, le zero-sum game. Puis elle s'est dit, bon, mais je vais faire la même chose. Et évidemment, ça, c'est une question de perception parce que la Russie jouait beaucoup
au même jeu entre 2008 et 2014, mais du moins, il y avait plus de potentiel de collaboration. On a eu l'époque de la tentative de reset avec Obama, qui a été un échec lamentable, évidemment, mais on avait quand même des tentatives de rapprochement. Puis on en a eu, par exemple, avec la dernière administration Biden, qui a dit, du moins, on ne veut pas améliorer les relations, mais on veut les rendre prévisibles et peut-être constructives. Ça aura duré 6 mois. Puis ça aura été un serrage de main, puis c'est tout. Donc, c'est vraiment qu'après 2014, on jette tout potentiel de collaboration aux poubelles, puis on décide de devenir activement revanchiste, puis de s'opposer systématiquement à toute influence, puis toute relation avec l'Occident dans l'espace post-soviétique, en fait. Merci David pour ces précisions. Là, je comprends mieux la distinction entre les deux périodes, c'est beaucoup plus clair. Et je m'intéressais aussi, parce que moi-même, je me pose beaucoup de questions sur les enjeux d'honneur, de réputation, de crédibilité dans le cadre de mes recherches, mais plus en matière de politique étrangère américaine. Et tu évoquais les travaux de Tsigankov sur l'importance de l'honneur dans la culture russe, comment ça s'inscrit dans une conception de l'identité des élites politiques russes et que c'est mis de l'avant dans la politique étrangère russe de manière très significative depuis que Vladimir Poutine est à la tête du pays. Euh, Est-ce que dans tes recherches, tu t'es penché plus précisément sur cette dimension-là? Tu adoptes justement la lorgnette d'analyse constructiviste. Je me posais la question dans le traçage de processus, ta méthode de recherche que tu as effectuée, quel type de sources tu as mobilisées? Est-ce que c'était des sources essentiellement quantitatives? Et pour revenir au début de ma question, est-ce que dans ces sources, tu as cherché à identifier justement des manifestations un peu de ce souci de l'identité de la Russie, de l'honneur du pays qui permet justement de voir une évolution à travers chacune des périodes. Donc, j'essaie de peut-être ramener un peu là, ce que tu nous as dit au niveau de ton cadre d'analyse dans le cadre de tes périodes aussi, parce que les deux éléments sont très, très intéressants. Moi, dans ta présentation, je les ai vus peut-être être disjoints un peu. Oui, effectivement, parce que considérant que mon mémoire était limité en nombre de pages, le traçage de processus ne fait pas 91-2014. C'est surtout à partir là, euh, post-Géorgie, tension en Ukraine, jusqu'à l'annexion de la Crimée. Puis la partie précédente est présentée un peu comme les considérations historiques où j'ai tenté d'intégrer finalement le modèle constructiviste. Puis, parce que ces périodes-là sont aussi tirées là, de l'analyse de Tsigankov finalement et de la façon dont la Russie se perçoit. Puis finalement, tu as raison, on le voit à travers le traçage de processus qu'il y a quand même une certaine évolution. Puis c'est aussi là que ma recherche est un petit peu limitée parce qu'au niveau des États-Unis, par exemple, puis de l'Occident, des sources primaires, il y en a, on n'en manque jamais. Par contre, au niveau de la Russie, à part les discours qui font plus état de propagande qui sont présentés sur le site du Kremlin, on n'a pas nécessairement beaucoup de sources primaires. En Ukraine, ben, c'est la même chose, on a rien. Surtout parce que l'Ukraine a probablement juste pas le financement, même avant la guerre, pour garder des archives vraiment complètes de son contenu. Donc, c'était surtout pour ces États-là d'aller chercher des sources journalistiques qui faisaient état de ce qui se passait durant les conflits, durant les grandes périodes. Puis de dire, bon, ben, s'il y a 6 médias occidentaux, 3 médias russes, 2 médias ukrainiens, par exemple, qui corroborent ces propos-là, qui disent que ça, c'est arrivé, c'est potentiellement quelque chose qui est arrivé pour de vrai. Par exemple, la rencontre entre Obama et Vladimir Poutine par téléphone. Puis évidemment, à la fin, j'utilise aussi des données secondaires, là, c'est-à-dire des recherches de personnes qui étaient sur le terrain ou qui ont fait des analyses avec des sources, des entrevues et tout, parce que je n'ai pas eu le privilège de passer des entrevues ou d'être sur le terrain pendant les événements. Merci pour ces précisions encore une fois. Et je te poserai une dernière question sur le volet mémoire de maîtrise de ta présentation. Euh, Souvent, ces enjeux d'identité, d'honneur sont liés et on le voit de plus en plus, la recherche en relations internationales s'est tournée au courant
2, 3 dernières décennies avec un intérêt plus approfondi sur les questions d'émotion aussi en relations internationales, autant chez les décideurs, chez les dirigeants que chez les États comme entités un peu abstraites. Et on a pu lire plusieurs analyses du comportement de la Russie que tu analyses dans ton mémoire, qui s'appuient justement sur l'importance des émotions, notamment de l'humiliation. L'humiliation perçue par la Russie dès la fin des années 90, notamment avec l'opération de l'OTAN au Kosovo, mais aussi, et ça m'a toujours marqué, lorsqu'on a eu la déclassification des communications entre Bill Clinton et Boris Yeltsin, que ce soit les notes qui avaient été prises lors de rencontres bilatérales ou bien d'appels téléphoniques, on se rend compte qu'il y avait déjà non pas une ligne rouge qui était établie de la part de la Russie, mais Yeltsin disait à Clinton, j'aurais besoin de votre part d'une promesse, même si c'est une promesse non officielle, juste de vous à moi, parce qu'il y avait une relation très personnelle et amicale entre les deux, que l'OTAN ne s'élargira pas aux anciennes républiques soviétiques. Et il évoquait même l'Ukraine à ce moment-là et évoquait que ce pourrait être pour la Russie une humiliation qui serait difficile à avaler, qu'on considère d'inclure dans l'OTAN les anciennes républiques soviétiques. Et si on fait un saut dans le temps à 2022, hier, si je ne me trompe pas, le président français Emmanuel Macron disait aux pays de l'Union européenne qu'il faudrait éviter d'humilier davantage ou d'essayer d'humilier davantage la Russie. À ton avis, selon tes recherches, quelle place ont les émotions et plus particulièrement l'humiliation dans une compréhension du comportement de la Russie? Et est-ce que c'est quelque chose que l'on doit effectivement surveiller sur le plan plus de la politique appliquée, comme l'évoquait le président français Macron? Définitivement, quand on parle de compétition entre grandes puissances, je pense que la question des émotions, de l'honneur est importante. Surtout que la Russie met vraiment la question de l'honneur, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, de l'avant tout au long de ses relations avec l'Occident. C'est-à-dire que la question de l'honneur, de l'humiliation revient tout le temps. Donc, peut-être que ce serait une bonne chose de le considérer un peu. Peut-être que Macron partageait un fond de vérité, finalement, à travers ça. Puis, soyons conscients, la Russie, par exemple, dans l'invasion de l'Ukraine en ce moment, c'est déjà pas mal humilié. Peu importe ce qui arrive, là, c'est un cuisant échec. On est, je pense, à la 77e journée d'une guerre de 3 jours. Donc, ça parle tout seul. Et effectivement, le but initial était clairement de proposer une rampe de sortie à la Russie pour qu'elle ne se sente pas humiliée, ou du moins qu'elle puisse brander le tout comme une certaine réussite à la maison pour pouvoir finalement pas s'être fait humilier par l'Occident. Puis ça va être quelque chose malheureusement à considérer, c'est-à-dire lorsque vient le temps de s'impliquer davantage dans le conflit, à savoir est-ce qu'on veut une guerre juste jusqu'au bout, ou est-ce qu'on veut peut-être une paix un peu injuste, mais qui va éviter une gradation du conflit finalement et plus de morts, surtout du côté ukrainien. Merci beaucoup pour cette précision, David. Puis ça me fait penser aux travaux de Jocelyn Barnhart, un livre qui avait été publié aux presses de l'Université Cornell en 2020 ou 2021, qui s'intéressait aux conséquences de l'humiliation en politique internationale. Et grosso modo, ce qu'elle nous disait, c'est que les États qui perçoivent une humiliation très, très saillante ont tendance à essayer de restaurer un peu une image positive d'eux-mêmes en déclenchant une opération militaire contre un pays tiers plus faible généralement. Et c'est un peu ce qu'on a pu voir là, dans le cas de l'invasion russe de l'Ukraine. Et avant de passer aux travaux d'Arthur, j'ai une question du public pour toi, David, que j'aimerais partager avec toi. C'est M. Jean-Noël Bérubé qui te pose une question un peu plus sur l'actualité, mais qui est liée effectivement au comportement de la Russie que tu étudiais dans ton mémoire de maîtrise. Il nous dit, la Russie vient de transférer en Ukraine ses soldats de 12 bases militaires en Syrie, dont elle a remis le contrôle
aux autorités locales et à l'armée iranienne et a recruté 40 000 mercenaires volontaires en Syrie. On a beaucoup entendu parler de ça. Je ne sais pas si le chiffre est exact. Là, je dois avouer que je n'ai pas suivi à ce point-là cet élément du conflit pour combattre à ses côtés en Ukraine. Est-ce que le revanchisme russe se mondialise maintenant, étant polarisé contre l'Occident? Est-ce que ça s'étend à d'autres régions du monde? Ça peut avoir des conséquences ailleurs que dans l'étranger proche, entre guillemets, russe? À ce niveau-là, effectivement, là, plus ça va, plus la Russie semble intensifier son revanchisme, mais évidemment, peut-être transitionner vers une certaine forme de révisionnisme ou la volonté d'établir une alternative finalement à l'ordre occidental dans lequel elle n'est visiblement pas capable d'imposer de quelconque façon ses intérêts puis ses considérations. Et puis la Russie est ouverte évidemment à n'importe quel État qui voudrait là, challenger, entre guillemets, l'autorité occidentale, ce qu'elle considère comme être l'hégémonie américaine à l'étranger. Puis je cherchais le mot, mais un peu pas l'indécence ou du moins le- cette attitude finalement un peu messianique de l'Occident quand ils agissent à l'étranger. Donc, évidemment, demain matin, ils vont pas, probablement pas dire oui, la Corée du Nord vient nous aider en Ukraine, mais ils sont pas non plus étrangers à des États comme l'Iran, comme une potentielle Inde qui se rapprocherait par exemple de la Russie ou d'autres puissances émergentes, là, évidemment la Chine qui pourrait se rapprocher. Puis on l'a vu, la Russie a tenté d'aller chercher un certain appui de la Chine sans trop réussir il y a quelques semaines lorsque l'opération en Ukraine commençait à ne pas très bien fonctionner, puis que c'était de plus en plus évident pour les autorités russes, par exemple. Merci, David. Je vais me tourner maintenant vers Arthur. Écoute, Arthur, je dois dire d'abord que j'ai beaucoup apprécié la lecture de ton article. La présentation était aussi limpide, représentait bien tes principaux résultats de recherche tels qu'évoqués dans l'article, l'analyse statistique, tant descriptive que plus poussée, effectivement, de large N, comme tu l'as évoqué, est assez convaincante, est aussi très, très claire. Je suis moins versé dans les méthodes quantitatives, mais j'ai quand même très bien compris ce qu'il se passait. Donc, ça, c'est toujours bon signe. Et la question de recherche, elle est simple et importante. Donc, ça, c'est toujours quelque chose qu'il faut rechercher. Il faut aller pour être en mesure de poser une question qui soulève un débat important, qui touche à un enjeu primordial et de poser cette question de la manière la plus limpide en étant en mesure par la suite de faire les ponts avec la littérature qui existe déjà sur le sujet et les sujets connexes. Ça, je pense que tu l'as fait à merveille. Et pour les étudiants et étudiantes qui sont à l'écoute, je vous invite à lire l'article d'Arthur qui est en libre accès. On va pouvoir partager le lien parce que c'est un bon exemple de comment on peut justement, dans le cadre de nos parcours à la maîtrise ou surtout au doctorat, publier des articles scientifiques et tu offres un exemple tout à fait intéressant. On pourra revenir, si on a le temps, sur le processus de publication. Ça peut intéresser les étudiants qui sont à l'écoute. J'ai quelques questions au niveau des données. J'ai quand même trouvé intéressant euh, comment tu as identifié justement le soutien à des groupes. Donc, ces cas qui composent ton échantillon large N, pour reprendre ton expression. Tu évoques que tu as épluché des rapports d'organisations non gouvernementales, des articles de presse et tout ça. Et moi, j'ai toujours, lorsqu'on effectue ce genre de recherche, une espèce d'inquiétude de ne pas avoir tout recensé. Donc, je me posais la question, comment as-tu réussi à assurer une exhaustivité des soutiens pour la période que tu étudies? Merci beaucoup, Vincent. Oui, ça va. C'est toujours une question très pertinente dans les études quantitatives de d'où viennent les données, est-ce qu'elles sont fiables déjà. Donc, dans l'article, je me base sur une base de données qui était existante de UCDP qui, elle, vraiment codait est-ce qu'il y avait du soutien matériel. Donc, est-ce que le soutien existait, mais qui ne s'intéressait pas forcément à la forme. Donc, est-ce que c'était public, est-ce que c'était secret. Donc, juste est-ce que des États avaient fourni des armes, fourni de l'argent, fourni d'autres types de ressources. Donc, j'ai vraiment pris cette base de données et ensuite, j'ai pris chaque cas. Et pour chaque cas qui était identifié dans la base de données, je suis allé voir si c'était fait de manière publique ou clandestine. Par contre, c'est certain que
l'un des biais importants que je mentionne d'ailleurs dans l'article de ce type d'article, c'est-à-dire qu'un soutien qui était opéré de manière ultra clandestine n'a peut-être finalement jamais été révélé, donc même pas par de la presse, même pas par des ONG, même pas par des organisations internationales. Et donc c'est pour ça que dans cet article en particulier, j'ai voulu vraiment comparer juste les cas de soutien avérés et j'ai vraiment laissé de côté les cas de soutien non avérés. Parce que dans les cas de soutien non avérés ou qui n'ont jamais été décelés, bah, il peut y avoir finalement des cas de soutien très clandestins. Donc j'ai vraiment comparé juste les cas qu'on connaissait. Mais c'est certain que ça peut entraîner un biais dans l'analyse statistique et je mentionne un peu dans l'article comment ça pourrait influer sur la significativité des résultats, disons. Après, j'ai aussi inclus dans les analyses supplémentaires qui sont souvent en données supplémentaires, tous les cas qui étaient suspectés mais qui n'étaient pas prouvés en tant que tels pour comparer un peu les deux et les résultats restaient significatifs. Donc, ça donne, disons, un autre degré de certitude dans les résultats. Mais je pense que tu le mentionnes très bien, comme toute analyse quantitative, c'est toujours à prendre avec des pincettes et notamment sur la fiabilité des données qui existent. Merci pour cette explication. C'est vraiment éclairant, puis ça permet aux gens aussi de réfléchir justement à comment on peut compléter des bases de données qui existent déjà. Donc, comme tu dis, on recense le soutien, mais quel type de soutien? Est-ce qu'il est public? Est-ce qu'il est caché? Est-ce qu'il est secret? Et ça m'amène à souligner un autre rapport, je pense, qui peut sembler, relativement restreint, mais qui est vraiment important de ton article. C'est la espèce de typologie que tu as établie du type de soutien, c'est-à-dire le déni, l'absence de déni, démonstration publique, déclaration publique. Ce n'est pas binaire. Il y a des nuances et il faut les mettre sur papier concrètement. Et dans l'article, tu proposes là, un petit schéma qui est très éclairant pour bien comprendre effectivement comment ça s'opérationnalise, la gradation. J'ai trouvé ça très intéressant et ça nous rappelle aussi que nos contributions en tant qu'étudiants à la recherche peuvent être faites en affinant des typologies qui sont déjà existantes, surtout lorsque celles-ci sont binaires. Lorsqu'on dit la situation, c'est soit qu'il y en a, soit qu'il n'y en a pas. Nous, en tant qu'observateurs et surtout en tant qu'étudiants qui se penchent sur une question de manière plus approfondie, on remarque souvent que, et non, c'est plus compliqué. Et là, ça peut devenir l'étincelle qui permet par la suite de mettre de l'avant un projet de recherche comme celui que tu as fait. Donc, je voulais quand même souligner cet élément qui m'apparaît très important. Si, je ne sais pas si tu voulais commenter par rapport à ça, si tu avais quelque chose à ajouter. Donc, Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que des fois, quand on commence un doctorat, ce qui est un peu apeurant, c'est de voir qu'il existe tout un tas de choses. On a l'impression qu'on n'arrivera jamais à faire une contribution particulière parce que des fois, on a l'impression que tout a déjà été dit ou tout a déjà été étudié. Mais je pense que, comme tu dis, des fois, on peut prendre quelque chose d'existant et aussi aller en voir les limites et qu'est-ce qu'on peut apporter, même si c'est toute petite pierre. Je pense que ça peut être intéressant en tant que tel parce que ça contribue aux connaissances sur un sujet. Donc, ouais, je suis vraiment d'accord avec toi sur ce point. Merci. autre élément intéressant, puis là, je te poserai une question peut-être plus basée sur un élément que j'ai semblé peut-être trouver incomplet ou peut-être qu'une nuance était nécessaire davantage. Tu évoques les coûts que peuvent encourir des États lorsqu'ils supportent, lorsqu'ils appuient en fait excusez-moi, un groupe comme les groupes d'insurgés que tu étudies. Il y a des coûts réputationnels. Donc, si jamais il y a une violence qui est commise par un groupe qui est appuyé publiquement, que ce soit fait par une démonstration publique, une déclaration publique, ça pourrait entacher la réputation de l'État qui appuie. Ensuite, il y a des coûts matériels, c'est-à-dire qu'on pourrait se voir imposer des sanctions économiques, par exemple, suite à l'appui à un groupe. Et je me posais la question, est-ce qu'on pourrait considérer aussi les coûts sécuritaires? Donc, lorsqu'on appuie un groupe, et ton exemple du YPG en Syrie pour les États-Unis ou d'autres puissances occidentales est intéressant parce qu'on a vu, on a appuyé le groupe et c'est peut-être pas lié nécessairement au fait d'avoir des victimes civiles ou pas, mais il y a eu un ressac avec des attaques contre le territoire national des États qui appuyaient un tel groupe. Donc, des attaques menées par le groupe armé État islamique ou des gens qui s'en revendiquaient. Donc, est-ce que ces coûts qu'on pourrait appeler peut-être sécuritaires sont importants? Sont-ils négligeables? Est-ce que tu souhaites les étudier éventuellement ou pour les besoins de ton projet, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement primordial?
C'est vraiment un très bon point. Ben, je pense que c'est des choses qui existent et peut-être que je les rentrerai dans les coûts matériels potentiels. Donc, comment soutenir des groupes peut avoir une influence matérielle sur la conduite des États. Ah, déjà, le cas des YPG et de l'État islamique, c'est un cas très particulier parce qu'en face, c'était pas un État, c'était l'État islamique, entre grandes guillemets. Mais finalement, le résultat est un peu le même, c'est que les États-Unis, en soutenant publiquement ce groupe, s'exposaient à des représailles de l'État étranger. Et ce qu'on voit aussi dans d'autres cas, c'est que parfois l'État cible, donc l'État contre qui se bat les rebelles, peut riposter militairement contre l'État qui fournit le soutien. Donc ça rentrerait dans ce que tu qualifies de coûts sécuritaires potentiels. Donc il peut y avoir des répercussions et ça peut forcer un État à user de la clandestinité plutôt que la publicité, de se dire si je soutiens un groupe rebelle qui se bat contre un État, est-ce que l'État qui est visé va peut-être se retourner contre moi, notamment si l'État est, par exemple, si c'est l'État voisin, il y a plus de chances que l'État se retourne contre l'État qui soutient. Donc, c'est des cas qu'on voit parfois dans les guerres civiles en Afrique, par exemple, où un État voisin à un autre va soutenir un groupe rebelle. Par contre, il peut y avoir des répercussions directes. Ou des fois, même l'État cible va à son tour soutenir un groupe rebelle sur le territoire de l'État soutien. Donc, il y a toute cette idée de réciprocité aussi qui est intéressante. Mais je pense que c'est quelque chose que j'entrerai dans les coûts matériels, mais c'est vraiment un point important. Ouais. Oui, et comme tu soulignes aussi, c'est quand même un peu différent parce que j'ai l'impression qu'à la lecture de ton article et après avoir écouté ta présentation, que ces coûts que tu évoquais sont des coûts qui peuvent découler directement du fait que le groupe d'insurgés a ciblé des civils, alors qu'une attaque terroriste contre le territoire national d'un État qui appuie un groupe insurgé n'est pas nécessairement causée de manière, c'est-à-dire c'est pas causé directement par le fait que le groupe appuyé a ciblé des civils, c'est causé par le fait Le qu'on soutien, appuie ce groupe-là, point. On est impliqué dans le conflit, point. Donc, c'est un peu différent, effectivement, et c'est peut-être pour ça que ça ne doit pas nécessairement être mis au même niveau que les autres coûts que tu étudiais. Est-ce que tu voulais... Ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais des fois aussi, par exemple, un État va se servir de potentielles violations pour critiquer un autre État. Donc, ce n'est pas forcément des représailles militaires, mais ça peut être des représailles diplomatiques. Et je pense que le cas de la Turquie, justement, est assez intéressant parce que la Turquie a toujours considéré que les YPG étaient un groupe terroriste parce que c'est un groupe affilié au PKK turc. Donc, si le groupe avait commis des violations, publiquement, ils auraient utilisé ça pour dire regardez, les États-Unis soutiennent des terroristes à nos frontières et ça aurait pu avoir des répercussions. Donc, ce n'était pas forcément des ripostes militaires, mais sur le plan diplomatique, ça aurait pu aussi affecter les États-Unis indirectement ou même directement. Mhm. Puis justement, tu évoquais dans les conclusions que pour un État qui appuie, si on veut exercer, du moins éviter de trop grandes conséquences en matière de victimes civiles générées par les activités du groupe insurgé appuyé, on est mieux de le faire dans une structure restrictive, donc une structure où le soutien est public. Donc là, il y a une plus grande surveillance, il y a une plus grande redevabilité, si on veut, là, du groupe envers celui qui le soutient, parce qu'on peut couper plus facilement, peut-être, s'il y a des événements comme ça, l'appui, étant donné qu'on veut éviter les coûts que tu évoques un peu plus tôt. Et en même temps, du côté de l'État qui appuie, je me posais la question, est-ce que à certains moments, puis là, c'est hypothétique, ça dépasse un peu le cadre de ce que tu analyses, mais ça découle de la problématique. Si, par exemple, un État appuie un groupe de manière clandestine, ce groupe cible des civils, ça fâche un autre État ami de l'État qui appuie, qui est très bien au courant que même si c'est clandestin, c'est l'État donné qui appuie. Est-ce qu'il peut y avoir des pressions entre les États? Et là, ça dépasse le cadre, j'en conviens, mais la question, je pense, elle est intéressante, surtout dans le contexte, notamment, on pourrait penser peut-être du conflit en Ukraine aussi ou d'autres conflits, surtout des guerres civiles, en fait. Si, par exemple, il y a des pressions entre des États, est-ce que ça peut arriver qu'un État dit tu dois rendre ça public parce que tu vas être en mesure d'assurer un meilleur contrôle? Est-ce que c'est une genre de recommandation qui pourrait être faite de dire faites pression sur vos partenaires et vos alliés si vous voulez qu'ils n'évitent plutôt d'appuyer des groupes qui commettraient des atrocités pour limiter finalement le nombre de victimes civiles? Je répondrais que je pense que théoriquement, oui, cette situation serait possible. Après, elle serait très dure à étudier dans le sens où on serait dans un cas clandestin où
comment dire, les dialogues entre États seraient faits de manière également secrète. Donc, je pense que sur le principe, oui, un État allié à un autre peut aussi avoir des répercussions si son allié se soutient des groupes violents. Donc, il pourrait y avoir intérêt à faire pression et à dire, bon, soit tu le rends public ou alors tu arrêtes complètement de soutenir ce groupe. Par contre, je pense que ça serait très difficile à étudier en termes de recherche en sciences sociales parce que ça se passerait vraiment dans des cadres totalement secrets, totalement clandestins. Mais je pense que c'est une Ce serait situation plutôt une plausible. recherche historique qui serait effectuée là, lorsque les documents d'archives sont déclassifiés, lorsqu'on peut parler aussi aux gens qui étaient les preneurs de décision. Oui, Euh, exact. Il y a de plus en plus de recherches, notamment sur la guerre froide et comment les États-Unis ou la Russie soutenaient des groupes rebelles à l'étranger. Donc là, maintenant, il y a des archives qui sont ouvertes, c'est plus facile à étudier. Par contre, les cas très récents, ça passe plus par des entrevues et c'est très difficile parce que c'est des sujets qui ne sont pas déclassifiés. Donc, il y a forcément un mhm. grand secret qui entoure tout ça. Mais ouais, ça serait vraiment un sujet aussi intéressant à étudier, comment un allié s'intègre, encore une fois, dans cette relation. Ce qui m'amène à parler du cas d'étude que tu as évoqué en fin de présentation, donc le soutien américain au YPG en Syrie entre 2014 et 2020, si j'ai bien compris. Là. Euh, et c'est un cas qui pourrait être intéressant avec ce que j'évoquais un peu plus tôt sur la question des alliés, parce que les États-Unis sont intervenus comme faisant partie d'une coalition globale pour vaincre le groupe armé État islamique, qui regroupait je pense, à un certain moment, près de 80 pays. Donc, on a Ouais, une exact. coalition très, très vaste. Et c'est un cas qui m'apparaît très intéressant. J'ai moi-même contribué indirectement à un projet de recherche qui se penche sur ce cas-là et j'ai trouvé passionnant le fait que les États-Unis assumaient quand même une part importante du fardeau des opérations de cette coalition. Et ça m'a vraiment allumé une lumière lorsque tu as évoqué ce cas-là. Je me suis dit, OK, mais là, on est dans une situation où on a un État qui appuie un groupe, mais l'État en question est directement impliqué aussi dans le conflit. Donc, on a des soldats sur le terrain, en Syrie, en Irak. Est-ce que ça peut venir changer la donne, contrairement à un appui qui est effectué dans un conflit qui est très, très loin, où l'État, les militaires de l'État qui fait l'appui ne sont pas présents, donc ne risquent pas de subir les contre-coups. Ce qu'on pourrait imaginer si un groupe mandataire commet des atrocités contre une population locale et que les soldats du pays sont présents sur le terrain, que ceux-ci soient par la suite la cible, soient vulnérables étant donné qu'ils pourraient subir des contre-coups, des représailles. Est-ce que ça vient changer l'équation que tu évoques dans l'article? Je pense que ça changerait pas forcément, ça change pas forcément l'équation. De mon point de vue, avoir des troupes nationales sur le terrain de la part de l'État qui soutient, en plus de fait de donner des armes, de donner de l'argent, ça renforce encore plus les incitatifs à contrôler strictement le groupe parce que ça sera très improbable et très non crédible pour un État de dire OK, j'ai soutenu des rebelles, mais j'ai pas réussi à les contrôler parce que ben, je suis à l'étranger, j'ai seulement fourni des armes, seulement fourni de l'argent. Quand les États-Unis avaient des diplomates sur place, le soutien était public, comment dire, ça aurait été non crédible de dire qu'il n'y avait pas de moyen de contrôler le groupe. Donc, je pense que ça renforce encore plus l'idée qu'ils ont un intérêt, les États soutiens, à superviser le contrôle parce que les conséquences peuvent être encore plus directes. Par contre, c'est sûr que c'est vraiment un cas extrême, le cas des États-Unis au YPG. Il y a vraiment eu un soutien massif de la part d'un pays massif, avec, comme tu l'as dit, une coalition de 80 pays. Donc, c'est un cas particulier qui n'est pas forcément généralisable à l'ensemble des cas des guerres civiles. Et ouais, je pense que ça ne change pas forcément la logique de l'argumentation, mais ça renforcerait l'intérêt pour les États soutiens de superviser le contrôle des rebelles, le contrôle sur les rebelles, pardon. Mm-hmm. Et un autre élément que tu évoques de manière indirecte, je pense, dans l'article, parce que ce n'est pas vraiment l'objet, je me posais la question, est-ce que lorsqu'il y a de la violence commise vis-à-vis les civils par un groupe insurgé appuyé par un État, est-ce qu'il y a un seuil à partir duquel euh, l'appui va terminer? Est-ce qu'il y a un point de rupture, c'est-à-dire là, en moyenne, à partir s'il y a tel événement ou un nombre de victimes, par exemple, on rompt l'appui? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu aimerais te pencher? Je sais que ce n'est pas l'objet en tant que tel de l'article. Il y a peut-être une littérature aussi là-dessus que personnellement, je ne connais pas malheureusement, mais que j'aimerais apprendre à connaître. Et l'autre élément, est-ce que c'est quelque chose que tu regardes dans tes études de cas? Est-ce que tu vas réfléchir, par exemple, à
comment, justement, du côté, admettons, américain, tu vas parler à des anciens diplomates américains, des décideurs américains. Est-ce que tu cherches à voir jusqu'où ils étaient prêts à cautionner ce que faisait le YPG? Parce que c'est une chose de dire, on ne veut pas que vous commettiez des atrocités, mais s'ils en font, jusqu'où on est prêt à dire, OK, c'est bon, on va leur taper sur les doigts, mais la mission est importante. C'est vraiment une très bonne question. Je pense qu'il n'y a pas de seuil universel. Disons, je pense que chaque État a ses propres limites, ses propres intérêts. Et notamment, ça dépend aussi des coûts auxquels il fait face. Donc, qu'est-ce qu'il est prêt à tolérer par rapport aux coûts potentiels auxquels il s'expose. Je pense que, au-delà du seuil, je pense que l'identité des victimes est importante. Donc, certains États comme l'Iran n'auraient pas envie de soutenir des groupes qui seraient violents envers des groupes et que l'Iran prétend défendre, disons, notamment les populations chiites. Donc, je pense que plus que le seuil, ça serait vraiment vers qui est ciblé. Donc, ça, je pense que c'est un point important. Pour le cas du seuil, encore une fois, je pense que si dans l'étude de cas sur les YPG, ce qu'on voit dans l'analyse que j'ai faite, c'est que les États-Unis étaient prêts à tolérer certaines pratiques autoritaires du groupe. Donc, par exemple, les YPG, ce n'est pas forcément des démocrates, c'est un groupe assez autoritaire qui a des pratiques assez dures sur le territoire syrien. Par contre, il y avait toujours ce seuil de dire pas de violence létale, disons. On ne tue pas, entre guillemets, les civils, mais il peut y avoir des pratiques, des arrestations, des pressions qui sont faites. Et ça, tant que ça ne dépassait pas un certain cadre, les États-Unis avaient tendance à ne pas s'y intéresser et à laisser faire. Notamment parce que je pense que ça n'avait pas de coût potentiel pour les États-Unis de dire que si ça ne dépassait pas un certain seuil, un certain cadre particulier, ça n'allait pas sortir dans la presse occidentale, ça n'allait pas avoir des répercussions larges. Donc, je pense que le seuil dépend aussi de à quel point ça va être médiatisé et ça va sortir du cadre du seul conflit auquel on s'intéresse. Excellent. Et une dernière question, et là, c'est plutôt mon billet d'analyste de la politique étrangère qui ressort, mais je me pose la question, est-ce que, et on a vu un retour aussi en politique internationale de l'étude des dirigeants, donc l'étude aussi des traits psychologiques des dirigeants, et je me posais la question, est-ce que le niveau de tolérance au risque, d'autres caractéristiques psychologiques, par exemple, d'un président ou d'une présidente des États-Unis, pourrait être un facteur qui influence justement ce niveau de tolérance en matière de seuil de victimes civiles d'un groupe appuyé ouvertement, que ce soit par démonstration publique et déclaration publique. Il y aurait quelque chose d'intéressant à faire sur justement les données qu'on a durant la guerre froide, peut-être une période un peu plus contemporaine pour étudier quelles sont peut-être les caractéristiques individuelles, si elles sont pertinentes, des présidents en matière de tolérance justement au risque, aux coûts réputationnels, aux coûts matériels. On a vu que ces facteurs individuels expliquent souvent en partie des variations importantes dans les décisions qui sont prises dans ce genre de situation, donc liées à un recours à la force ou bien à une implication indirecte dans un conflit à l'étranger. Et je serais curieux de voir, là, et ça dépasse encore une fois largement le cadre de ton projet, mais ça me semble être une ligne assez porteuse, en fait, là, pour peut-être si on veut rejoindre un peu l'étude de la prise de décision sur les enjeux de politique étrangère, ce que je fais personnellement, surtout aux États-Unis, et l'étude des conflits plus macro que tu fais dans ton article. Donc, je lance l'idée comme ça. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, on pourrait en parler éventuellement. On pourrait échanger des sources sur le sujet, mais bravo, c'est vraiment un projet très, très intéressant. Tu peux rebondir sur ce que j'ai dit. Ce n'était pas vraiment une question, c'était plus une longue affirmation, mais si tu as décelé une question dans ce que j'ai affirmé, n'hésite pas à y répondre. Oh bah, merci beaucoup, c'est encore une fois un très bon point et comme je serais ravi d'en discuter. Je pense que cette idée de caractère individuel est assez intéressante. Et dans les entrevues que j'avais faites, c'était à la fois avec des militaires et des diplomates. Et on voyait que déjà le fait de parler à des diplomates ou des militaires, il n'y avait pas du tout les mêmes considérations. Donc les militaires avaient tendance à être beaucoup plus acceptant en termes de violence, de dire bon, la guerre, c'est la guerre, il y a forcément des dommages collatéraux et il n'y a pas de guerre propre. Alors que les diplomates, notamment parce qu'ils n'interagissent pas avec les mêmes personnes, ils ne doivent pas rendre des comptes aux mêmes personnes, ils sont forcément beaucoup plus. Ils prennent beaucoup plus en considération les civils. Donc, c'est déjà, je pense que la fonction détermine beaucoup les différentes seuils de tolérance. Et comme tu dis, je pense les caractères individuels aussi
ont certainement une influence sur la tolérance pour la violence. Donc, je pense que ça serait quelque chose à étudier, même si ça serait assez difficile, je pense, à étudier. Ouais, ce serait davantage dans le cadre d'études de cas plus approfondies et la généralisation est possible, mais quand même plus limitée que le genre de portrait exhaustif que tu proposes dans l'article. Mais en même temps, pour un ouvrage, on peut avoir justement une portion qui est davantage axée sur le quantitatif, puis ensuite on va dans des études plus qualitatives avec le traçage du processus qu'évoquait notamment David un peu plus tôt. Je vais revenir à David, si vous me permettez, pour te poser peut-être une ou deux questions sur ton nouveau projet de recherche, celui sur lequel tu planches, et j'en profite pour remercier Arthur pour cet échange très intéressant. David, euh, je trouve que tiens vraiment quelque chose d'hyper pertinent, de vouloir, si tu me permets l'expression, là, parce que je reprends la thématique de la 7e édition du Forum Saint-Laurent, la concurrence stratégique entre grandes puissances. Toi, tu nous proposes d'ancrer cette concurrence dans le quotidien d'une diaspora, la diaspora russe, qui est établie aux États-Unis. Et bien entendu, il y a eu des événements au courant des dernières semaines, mais aussi au courant des dernières années qui ont euh, directement affecté le quotidien de ces individus. Cette diaspora aussi, j'imagine qu'avec les données du recensement que tu vas étudier, tu seras en mesure de démontrer qu'il y a eu des variations dans le niveau de population qui est peut-être lié effectivement à des conflits, qui est peut-être lié aussi à un contexte de changement du comportement de la Russie sur la scène internationale, dans son étranger proche. Et ça, c'est vraiment fascinant de prendre ce contexte que tu étudies dans le cadre de ton mémoire de maîtrise et de le ramener finalement dans la vie quotidienne d'individus établis dans la principale puissance rivale finalement de la Russie, ce qui est tout à fait pertinent. Je voulais te poser la question dans les entrevues, et ça, c'est quelque chose qui est fascinant aux États-Unis, c'est qu'on a vu une espèce de renversement de la logique de la position des principaux partis politiques aux États-Unis vis-à-vis la Russie au courant des dernières années. Surtout au sein du Parti républicain, il y a eu une transformation importante qui est liée, bien entendu, à la présidence de Donald Trump et à l'ingérence russe dans l'élection de 2016, où critiquer la Russie, pointer du doigt de la Russie, pour certains républicains très, très partisans du président Trump, ça équivalait à délégitimer sa victoire électorale. Donc, de reconnaître qu'il y avait eu une ingérence, ça signifiait qu'on remettait en cause la présidence Trump. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui travaillaient dans le renseignement notamment qui se sont fait pointer du doigt après avoir rendu des verdicts sur le sujet suite à des analyses très, très poussées. On a dit qu'il faisait partie de l'État profond, etc. Donc, il y a ce contexte-là particulier aux États-Unis où il y a des gens qui, pas tous, bien entendu, mais il y a une portion des gens qui s'identifient comme républicains qui ont adopté un discours assez particulier au sujet de la Russie depuis l'élection de 2016. Et on a vu ce discours aussi être amplifié dans une certaine mesure à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine, où il y a des figures de proue républicaines qui ont remis en cause l'idée qu'on devrait s'opposer massivement à Vladimir Poutine et à la Russie suite à cet événement catastrophique. Et je me posais la question, est-ce que tu vas essayer justement d'étudier cet enjeu de l'affiliation partisane, plus au niveau des citoyens cette fois-ci, au sein de la diaspora russe? S'il y a des gens qui ont le droit de vote ou pas, mais s'il y a des gens qui s'identifient plus à un parti ou à un autre sans nécessairement pouvoir participer à la chose électorale. Ce serait intéressant de voir s'il y a des différences importantes entre les démocrates, les gens qui s'identifient plus comme démocrates parmi cette diaspora et les gens qui s'identifient plus comme républicains. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu vas t'intéresser? Est-ce que tu as déjà peut-être des idées à ce sujet-là? Absolument. En fait, les affiliations politiques puis les idéologies, du moins politiques, sont quelque chose que j'aimerais pouvoir explorer. Évidemment, le but, c'est d'avoir des questions les plus ouvertes possibles pour pas finalement créer un cadre trop rigide, puis dire, OK, je veux que tu me dises ça, ça, ça. Puis vu que le but, c'est vraiment de cadrer ça sur les expériences, le vécu, les perceptions,
que d'avoir des questions très ouvertes, puis les laisser développer beaucoup. Puis surtout que c'est un sujet qui était lourd, les relations, un sujet qui est encore plus lourd. Donc, on ne veut pas nécessairement faire peur à la personne puis dire OK, c'est quoi tes affiliations? Même si on leur donne entière confidentialité puis le droit de retrait, ça peut, tu sais, si on commence à leur demander directement d'amont leurs affiliations politiques, leurs idéologies, ça peut être quelque chose qui peut effrayer certaines personnes. Mais évidemment, j'exclus pas de pouvoir, tu sais, l'aborder dans les questions, peut-être en réponse de questions, mais de façon très, tu sais, relativement douce, là, puis de ne pas commencer avec ça, effectivement. Merci. Et mon autre question touche plutôt à l'activité de cette diaspora, l'activité politique aux États-Unis. Euh, j'ai l'impression de ce que tu as présenté que tu veux t'intéresser davantage aux conséquences de la concurrence stratégique entre grandes puissances sur la vie quotidienne de ces individus. Mais est-ce que tu veux étudier, si on veut, leur agentivité aussi, c'est-à-dire leur capacité à se mobiliser? On sait qu'aux États-Unis, la mobilisation citoyenne est quelque chose de très valorisé, notamment pour faire pression auprès des élus, surtout auprès des élus du Congrès. Il y a une grande perméabilité dans le système politique américain. C'est ce que les études pluralistes nous ont appris sur le système politique aux États-Unis. Les diasporas sont généralement la diaspora, par exemple, israélienne, indienne, taïwanaise, sont très actives auprès des législateurs pour tenter effectivement d'influencer les politiques d'affaires étrangères adoptées par le Congrès. On sait qu'aux États-Unis, l'acteur principal de la politique étrangère, ça reste le président des États-Unis, mais pour tout ce qui touche aux dépenses de fonds du gouvernement fédéral, pour tout ce qui touche aussi souvent aux sanctions économiques, le Congrès joue un rôle important non négligeable. Est-ce que tu vas t'intéresser un peu à cette activité potentielle de ces groupes auprès des pouvoirs publics fédéraux, surtout auprès des législateurs, pour peut-être tenter d'influencer le cours de la politique? C'est sûr qu'on voit au courant des dernières années qu'il semble y avoir un consensus bipartisan assez solide au sein des élus, tant républicains que démocrates, vis-à-vis de la Russie. Il y a eu des sanctions qui ont été adoptées de manière bipartisane avec une majorité écrasante en 2017 suite à l'ingérence russe. Il y a eu aussi tous les projets qu'on a vus de loi soumises au Congrès pour apporter une aide militaire à l'Ukraine qui ont été adoptés de manière assez facile par les démocrates de concert avec certains de leurs collègues républicains, ce qui est assez remarquable dans un contexte de polarisation partisane et idéologique intense aux États-Unis. Est-ce qu'on peut voir là peut-être aussi le fruit direct ou indirect de pression de groupes de citoyens russes qui sont hostiles à l'égard de Vladimir Poutine ou finalement, ce n'est pas tant important dans tout ce grand processus législatif qu'on voit aux États-Unis? Donc, ma question, tout simplement pour la résumer, elle était plutôt longue. Est-ce que tu vas t'intéresser à l'activité politique de cette diaspora? Absolument, absolument. Je compte tu sais, m'intéresser à savoir, bon, effectivement, ça fait partie de leur vie. Si ces personnes-là agissent politiquement, ils sont politiquement actifs, ben, ça va faire partie évidemment des genres de questions que je vais leur poser, puis des genres de trucs que j'espère recueillir. Mais évidemment, je ne ferai pas comme une recherche un peu quanti, c'est-à-dire, bon, y a-tu du lobbying d'organisations pro-russes ou anti-russes ou pro-Ukraine au Congrès. Donc, je vais y aller beaucoup plus sur le quali sur mes questions parce que sinon, j'ai l'impression que je vais m'étaler un petit peu trop parce qu'une thèse, ça a beau être plus long qu'un mémoire, mais il faut quand même se restreindre un petit peu. Cela dit, c'est super intéressant parce que déjà dans mes recherches un peu préliminaires, je vois qu'il y a une certaine mobilisation politique des Russes aux États-Unis qui sont surtout anti-Poutine, pro-Ukraine, surtout dans le cas du conflit qu'on a là. Mais on a aussi une certaine mobilisation qui est pro-russe, mais pas nécessairement au niveau des instances, c'est plus des gens qui se regroupent entre eux, entre elles, pour faire des démonstrations, des manifestations, ou pour juste se soutenir moralement en se disant, bon, on est en territoire hostile, puis je m'intéresse aussi à savoir à quel point ces gens-là
sont touchés, affectés par les campagnes de désinformation, par exemple? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont toujours été comme ça? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est récent? Est-ce que ça a évolué dans le temps? Est-ce que ça va changer dans le futur? Cette dimension de l'information, de la désinformation est vraiment intéressante. J'ai déjà hâte qu'on s'en reparle éventuellement. David, Arthur, merci beaucoup pour vos présentations. Je pense que, comme moi, le public a dû apprécier énormément vos interventions. On a appris beaucoup, j'en ai appris beaucoup. Pour les gens à l'écoute, je vous invite à suivre les activités de ces deux chercheurs. Vous pouvez facilement les trouver en ligne. Si vous vous rendez sur les réseaux sociaux du Forum Saint-Laurent, on va pouvoir relayer quelques-unes de leurs publications, dont l'article qu'a évoqué Arthur durant sa présentation. Aux gens à l'écoute aussi, je vous donne rendez-vous demain matin à 9 h, heure de Montréal, pour la table ronde L'architecture de sécurité européenne mise à l'épreuve. Donc, on va continuer, bien entendu, à parler de Russie à cette occasion de guerre en Ukraine, ça c'est certain. Lors de cette table ronde, vous allez avoir la chance d'entendre Kerry Buck, qui est ancienne ambassadrice du Canada auprès de l'OTAN, Camille Grand, qui est secrétaire général adjoint responsable des investissements de défense à l'OTAN, Stéphanie C. Hoffman, qui est professeure à l'European University Institute, et la table ronde va être modérée par Frédéric Mérand, directeur scientifique du Cerium. Je vous invite aussi demain après-midi à 13 h, heure de Montréal, d'être des nôtres pour le deuxième panel étudiant de la 7e édition du Forum Saint-Laurent, qui va porter sur le concours de notes politiques sur la sécurité internationale. Les 3 lauréats et lauréates de ce concours vont présenter leur analyse sur des sujets, des enjeux variés, en formulant des recommandations concrètes pour les pouvoirs publics en lien avec ces enjeux. Ce panel va être modéré par Laetitia Villeneuve, qui est conseillère en politique au bureau du conseil privé du gouvernement du Canada. Et on va avoir aussi les commentaires des 2 autres membres, avec Laetitia, qui était aussi membre du comité de sélection des lauréats et lauréates du concours de notes politiques. Les 2 autres membres, Pierre Guimont, qui est diplomate en résidence à l'École supérieure d'études internationales de l'Université Laval, et Nicolas Chibaev, qui est directeur des archives au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France et aussi chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand, qui vont offrir leurs commentaires aux lauréats et lauréates du concours de notes politiques. Je vous invite finalement à revenir aussi à revenir pour les autres événements qui auront lieu jeudi et vendredi. Donc, consultez le programme sur notre site web fsl.québec, et tous ces ateliers seront disponibles par la suite sur la chaîne YouTube du Forum Saint-Laurent. Donc, par exemple, si vous n'étiez pas à l'écoute ce matin pour la grande entrevue avec la chercheuse Séverine Hautesser, qui a présenté son livre The Front Lines of Peace, un ouvrage extrêmement passionnant sur la façon de repenser la consolidation de la paix. Une grande entrevue qui a été menée par Laurence Deschamps-Laporte, qui est professeur invité en sciences politiques à l'Université de Montréal, associé au Cerium. Vous devez absolument regarder cette activité, c'était passionnant, et vous êtes chanceux, chanceuse, car elle sera disponible dès la semaine prochaine sur la chaîne YouTube du Forum Saint-Laurent. Mon nom est Vincent Boucher. Je suis le co-directeur de cette 7e édition du Forum Saint-Laurent sur la sécurité internationale. Je vous remercie d'avoir été parmi nous et nous nous retrouvons demain matin à 9 h, heure de Montréal. Bonne fin de journée.